Bonsoir à tous. Les amis du musée et du musée d'art contemporain des Sables-d'Olonne sont heureux de vous accueillir en présentiel. Hein, c'est vrai qu'après un long hiver, ça fait plaisir de vous voir pour la dernière conférence en fait, du cycle des conférences du musée qui va porter sur Gérard Garouste hein, et qui nous sera présenté par Isia Goldberg qui est déjà intervenue plusieurs fois au musée, mais la dernière fois c'était pour Chagall. Donc je vais présenter Isia et lire, puisque c'est écrit dans le texte. Donc, professeur émérite en histoire de l'art à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne et chercheur au centre interdisciplinaire d'études et de recherche sur l'expression contemporaine. Isia Goldberg est également critique à Journal des Arts et commissaire d'exposition. Voilà, je vais lui laisser la parole et puis bonne soirée à vous. Bonsoir tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de présentations parce que j'ai l'impression que je vous connais tous plus ou moins, puisque ça fait à peu près 30 ans que je viens ici. Je suis ravi de vous retrouver. Je n'irai pas jusqu'à la fameuse chanson de Barbara, Mon seul amour c'est vous, mais ça me fait plaisir de vous retrouver. Par contre, je crois que vous n'allez pas me reconnaître. Vous n'allez pas me reconnaître parce que pour une fois, je ne peux pas bouger. Je ne peux pas bouger non pas parce que je suis malade, mais parce qu'il y a un problème technique qui fait que je serai obligé d'être plus ou moins assis, qui m'embête beaucoup, mais on fera avec. Donc, je vais vous présenter Gérard Garouste. Donc, vous pouvez éventuellement, s'il y a des gens qui vont à Paris, il se trouve qu'il y a maintenant une exposition de Garouste à la Galerie Templon autour des thèmes de Kafka. Mais vous allez voir que cette conférence est assez compliquée pour moi, puisque exactement comme le travail de Garouste est plein de surprises, on prend un bout, on découvre d'autres bouts. J'espère que ma conférence ne sera pas trop décomposée, trop déconstruite. Je vais essayer de tourner autour de cet artiste qui est loin d'être méconnu, puisque c'est un artiste qui est tout à fait connu, qui a beaucoup d'expositions, mais il fait partie des artistes clivants. Ça veut dire qu'il a des fans, dont moi, et il a des détracteurs. Les fans comme moi considèrent effectivement que c'est un grand artiste, et je vais essayer de l'expliquer tout de suite. Les gens qui trouvent qu'il est pas intéressant, c'est les gens qui disent que c'est quelqu'un qui fait un retour à la figuration, c'est quelqu'un qui fait retour à la peinture classique, c'est quelqu'un qui raconte des histoires. Bref, il ne fait pas partie de la modernité. Je vais essayer de vous montrer tout de suite que cette façon de voir Garouste est loin d'être précise. Alors, je commence pour cet autoportrait ou le tour de passe-passe. Le tour de passe-passe, vous allez voir que Garouste pratique très souvent ce tour de passe-passe à travers les mains. C'est d'ailleurs un peu le travail des créateurs, être un peu magicien. Mais surtout, je vous présente, puisqu'il s'agit d'un autoportrait, et Garouste a fait une quantité très importante d'autoportraits. L'autoportrait, en même temps, c'est une façon de renvoyer à sa personnalité, à soi-même. Et très souvent, effectivement, on ramène Garouste à son histoire personnelle, puisque peut-être certains d'entre vous ont lu ce livre qui a fait beaucoup de bruit, Intranquille, autoportrait d'un fils d'un peintre d'un fou, que Garouste a écrit en 2009, et où il raconte l'histoire de sa vie, à savoir, il est fils d'un père qui était antisémite, qui était collaborateur, et on a très souvent une volonté, en quelque sorte, de projeter la vie personnelle de Garouste sur son œuvre. Ce n'est pas tout à fait faux, mais vous me connaissez déjà assez pour savoir que ce qui m'intéresse, c'est l'œuvre elle-même et pas nécessairement la vie de l'artiste, puisque malgré tout, ce sont des choses séparées. Bien sûr, il y aura, vous allez voir que Garouste est très attiré par le judaïsme, en quelque sorte comme une sorte de retour sur une mauvaise conscience, mais pas seulement. Mais je ne crois pas qu'il faut à tout prix essayer d'interpréter Garouste à travers simplement la Bible, le Talmud ou d'autres récits vous allez voir, des mythes universels. Alors, je reviens à cet autoportrait simplement par rapport à la première accusation, entre guillemets, un peintre figuratif. Certes, c'est un peintre figuratif, mais vous pouvez voir immédiatement que sa figuration n'a rien à voir avec ni une peinture classique, ni une peinture vraiment figurative, puisque le corps est éclaté, le corps ne correspond pas à une représentation qui se veut anatomique,
Et vous allez voir que l'ensemble de l'œuvre de Garouste est décomposée, déconstruite, fragmentée. De la même façon, les gens qui parlent de la narration chez Garouste, effectivement, très souvent, Garouste part d'un sujet, d'un des mythes universels, ou d'une fiction, ou d'un ouvrage qui est connu par tout le monde, comme la Divine Comédie, comme le Don Quichotte, comme Pinocchio, et on a souvent besoin, qu'il a besoin d'un de ses œuvres comme une sorte de point de départ dans lequel il va investir par son imagination, par ses fantasmes, par son inquiétude. Donc effectivement, on a un point de départ, mais par la suite, ce point de départ devient quasiment méconnaissable puisqu'il est complètement déconstruit, complètement décomposé, éclaté avec des tensions internes et il y a simplement des bruits qui nous permettent de créer des associations, mais où il n'y a pas véritablement une histoire qui est racontée. Alors, Garouste lui-même ne nous facilite pas le travail quand il dit « ma peinture est alibi pour un sujet », qui est une phrase assez terrible parce que ça veut dire que pour lui, l'essentiel, effectivement, c'est le sujet. Je dis c'est terrible puisque ça va bien sûr à l'opposé de toute la théorie de la modernité dans laquelle ce n'est pas le sujet qui est essentiel, mais la façon dont il est traité. Mais de la même façon, si vous voulez, quand on parle par exemple de la littérature, on peut dire qu'il y a des milliers d'histoires qui sont des histoires d'amour, mais la différence essentielle entre une histoire d'amour racontée par Victor Hugo et racontée par Nathalie Sarraute, par exemple, ce n'est pas l'histoire d'amour elle-même, mais la façon dont elle est traitée par le langage littéraire poétique, excusez-moi. De la même façon, on va voir que Garouste, effectivement, va peut-être traiter des sujets semblables. Son point de départ, comme je disais, ça peut être un sujet, puis ça change, ça varie, et ça s'éloigne effectivement des traitements classiques. Alors, je vous montre pourquoi cette façon de voir des choses est dangereuse. D'une part, ce que je viens de dire, une volonté de, en quelque sorte, interpréter Garouste à travers toute une série d'ouvrages bibliques, talmudiques ou d'autres, aboutit à cette présentation de Tellérama, de l'exposition de Templon que j'ai évoquée, où vous pouvez voir en bas ce qui est marqué, Garouste, le Talmud, Kafka et la peinture. OK pour le Talmud, OK pour Kafka, mais pour moi, le premier mot devait être la peinture, puisque ce qui est intéressant chez Garouste, ce n'est pas uniquement ou moins le sujet, que la façon dont on va le traiter. Et je voulais simplement reprendre dans le domaine pictural ce que je viens pour le domaine de la littérature. Si le sujet était essentiel, il n'y aurait aucune différence entre une nature morte du XVIIe siècle, tout à fait classique, entre une nature morte de Cézanne, entre une nature morte de Picasso. Vous voyez que dans les trois exemples, le sujet est le même, mais vous voyez que ce qui compte dans ce cas-là, ce n'est pas le sujet, c'est la façon dont il traitait. Toute œuvre artistique, sans négliger le sujet, est une rencontre entre le sujet et le langage plastique qui la traite. Et pour moi, malgré tout, ce qui reste essentiel, c'est le langage plastique, et je vais essayer de vous montrer que le langage plastique de Garouste est un langage plastique novateur et innovant. Voilà pour l'accusation que Garouste est un peintre classique. Je vous montre une annonciation. Bien sûr, j'aurais pu montrer 10 000 autres images, mais il se trouve que je suis tombé sur celle-ci. Une annonciation dès 1490, ça veut dire plein de la Renaissance, la naissance, entre guillemets, ce qu'on appellera après la peinture classique. Avec une peinture classique, l'histoire est racontée de A à Z. Le spectateur est comme vous, il est assis sur une scène face à une scène théâtrale et on lui raconte une histoire linéaire dans laquelle chaque élément est parfaitement clair, parfaitement lisible. Quand vous regardez, même, d'accord, ici on ne voit pas très bien, mais quand vous voyez les tableaux, même les choses qui sont au fond de ces tableaux sont parfaitement visibles. Donc, si vous voulez, les problèmes, les principes
de la peinture classique, c'est une clarté, une narration linéaire. Bref, on vous raconte une histoire. Tout le monde connaît le principe que la peinture religieuse dans le temps était en quelque sorte comme un livre pour les gens qui ne savent pas lire. Et effectivement, j'exagère tout petit peu, mais cette peinture classique est parfaitement lisible, parfaitement linéaire et tout à fait logique. Quand vous prenez un tableau de Garouste qui s'appelle de façon ironique les classiques, et on se trouve relativement pas tout à fait au début de Garouste, mais quand il commence à pratiquer la peinture qu'on va retrouver par la suite, qui va se développer à partir de celle-ci. Vous avez ce titre ironique. OK, on garde encore les distances, on garde une perspective, on garde des proportions, mais tout d'un coup, il y a quelque chose de bizarre avec ces personnages, avec ces oreilles d'âne, et vous allez bien sûr le retrouver plus tard avec Pinocchio, donc je vous raconte pas l'histoire, puisque j'imagine que vous la connaissez. Donc classique, mais classique relativement. Ou encore, cette œuvre, et c'est pour ça que je suis obligé de rouler, puisque si vous voyez le titre, on perd une partie du contenu de cette image, qui s'appelle Comédie policière, Bouchon de champagne, un titre tout à fait surréaliste. Vous allez voir qu'il y a très souvent chez Garouste des titres qui sont incompréhensibles, allusifs, associatifs, et en quelque sorte qui déroutent les spectateurs. Ici, on a une œuvre donc, de 1978, plus tardive, où a priori, on a effectivement une peinture classique, mais vous voyez qu'il y a des décalages dans cette peinture, parce qu'on a un personnage allongé, par exemple, sur le sofa. A priori, sa taille est tout à fait illogique par rapport à la distance de première personne. Vous voyez que la première personne a l'impression qu'il n'a pas une partie du visage. L'ouverture s'ouvre sur un paysage ou sur la mer. Et le titre, bien sûr, est tout à fait ironique. Ironique aussi cette façon de dire qu'ici, ce qu'on voit, c'est une partie des choses, mais comme il s'agit d'une comédie policière, il y a quelque part une énigme que les spectateurs essayent de trouver sans nécessairement comprendre, chose absolument impossible avec une peinture classique. Prochaine image, Sainte Thérèse. Alors, au début, je me suis trompé. J'ai mis 1883 et je voulais le corriger. Et après, dit non. Ce n'est pas par hasard que j'ai mis ça, puisque une peinture comme celle-ci, effectivement, là, on a une peinture, là, du coup, on a une peinture tout à fait classique. Pour vous dire qu'à ce début, il y avait chez Garouste certaines œuvres qui échappaient au classicisme et certaines qui échappaient moins, parce que cette Sainte Thérèse, il n'y aurait pas le nom de Garouste, on pouvait parfaitement l'attribuer à un artiste du XVIIIe ou XIXe. Garouste, d'ailleurs, lui-même, dans cette façon, en quelque sorte, je dirais, je ne sais pas si me mettre en dérision sa peinture, il dit, de toute façon, moi, la peinture que je pratique, c'est la peinture comme les artistes au XVIIIe siècle, sauf que je le fais moins bien. Bon, il est vrai qu'aussi, effectivement, il y a quelque chose tout à fait artistique, manuel dans son travail, parce que, par exemple, Garouste broie lui-même ses couleurs, qui est quelque chose, bien sûr, inhabituel. Un autre exemple d'une peinture, du coup, tout à fait classique, relativement. Ici, vous avez une nature en relief de 1984. On a l'impression qu'il s'agit d'une nature morte relativement classique, peut-être revue tout petit peu par Soutine, mais on a encore quelque chose qui reste relativement classique. Tandis que, si vous voulez, quand les grands changements chez Garouste arrivent quelques années plus tard, alors je saute puisque le coup fait un Nevers, donc je ne pourrais pas aller jusqu'au Nevers, donc il y a des choses que je saute, et je passe, s'il y a quelques années, où Garouste traite la Divine Comédie, une de ces récits fabuleux qui est connu par tout le monde et qui raconte effectivement des mythes universels, un mythe universel, pardon, et dans lequel il commence à styliser ses personnages. Je pense que la véritable rencontre avec son nouveau style s'est fait ensemble avec une rencontre avec Don Quichotte. Don Quichotte qui est ce personnage et qui effectivement ne fait aucune distinction entre les réels et les imaginaires. Et c'est à partir de cette série de Don Quichotte, qui était exposée il y a à peu près 25 ans, que Garouste commence à avoir un style tout à fait différent. Et vous pouvez voir ces deux personnages ici, qui sont probablement
Don Quichotte et Sancho Pancho, avec ce titre bizarre, La pierre et la cruche, mais vous voyez tout de suite les côtés spirituels, les côtés matériels, et vous pouvez voir que les corps sont stylisés, que s'ils répondent encore à certaines proportions, l'espace est tout à fait bouché et on n'a pas l'espace habituel qu'on trouve dans la peinture classique. Voilà un autre exemple où le titre complètement disparu. Je crois que c'était Don Quichotte et la prostituée, puisque la prostituée fait souvent des apparitions chez Garouste, mais on trouve bien sûr Don Quichotte et Dulcinée, et vous pouvez voir immédiatement la liberté qui prend déjà Garouste avec les éléments anatomiques, puisque vous voyez que les mains sont séparées des corps, et on a déjà vu dans le premier autoportrait qu'une des choses qui vont caractériser l'œuvre de Garouste, c'est la fragmentation du corps de façon générale. Donc je continue avec les images. Voilà, ici, vous voyez encore un couple qui renvoie probablement de façon tout à fait détournée, décalée, puisque là, encore une fois, pourquoi Don Quichotte sera déguisé en une femme? Pourquoi Sancho Panza a ce chapeau sur l'air? On ne sait pas, puisque, encore une fois, comme je disais, Garouste part de l'histoire de Don Quichotte, mais il introduit, il modifie, il prend une liberté totale pour jouer ici avec ces contrastes qu'on vient de voir avec l'image antécédente. Voilà un exemple qui me pénètre particulièrement, avec un titre tout à fait étrange, La Dame du Coche. On peut effectivement penser que la Dame du Coche, on le voit, mais ce qui m'intéresse dans ce tableau, c'est surtout le rapport avec l'espace qui semble tout à fait étrange, qui semble en quelque sorte disproportionné. On ne comprend pas comment il fonctionne, parce que la Dame, vous voyez qu'elle se trouve relativement près, elle est extrêmement réduite. Pourquoi j'insiste là-dessus? Puisque si déjà faire un rapprochement entre l'œuvre de Garouste et la peinture ancienne, c'est une autre période qu'il faut utiliser, qu'on appelle le maniérisme. Je ne vais pas vous faire un cours sur le maniérisme, mais si la peinture classique correspond à une logique parfaite, à une organisation parfaite, à des règles et codes qui sont tout à fait vérifiables, avec le maniérisme qui commence vers la fin du XVe au début du XVIe siècle, une période de troubles en Europe de façon générale, c'est juste le contraire qui apparaît. Il y a des éléments d'étrangeté, il y a des disproportions, il y a tout un système qui s'en va par rapport à la Renaissance, il crée des éléments d'étrangeté. Et c'est plutôt cette comparaison qui m'intéresse. Je vais vous montrer quelques images qui renvoient à ça. Voilà de Salvati, Bathsheba allant vers le roi David, et quand on regarde cette image, l'espace est toujours courbé autour de lui-même, on ne comprend pas très bien ce qui se passe, on se demande si c'est la même personne qui est répétée 3 fois, on n'arrive pas très bien à suivre, donc voilà avec l'espace, ou encore avec la figure humaine, un des artistes maniéristes les plus connus, Pontormo. Vous voyez ici Saint Jérôme pénitente, et on trouve les disproportions dans la représentation des corps, les plus souvent la taille de la tête extrêmement réduite par rapport au corps, les corps vrillés autour de lui-même dans ce qu'on appelle les contreposto, les corps tournent en quelque sorte autour d'eux-mêmes, et les rapports à l'espace est totalement incompréhensible, puisqu'on ne comprend pas comment il est situé, il va vers nous, mais on ne voit rien de la façon dont la figure s'articule avec l'espace. Donc, je vous montre juste à côté cette... Pardon, ouais, j'espérais que ça marchera, non. Voilà... Voilà une image de Garouste que je compare à celle que vous venez voir, qui s'appelle Les lièvres à la tortue et encore à l'envers, de 2013, et où vous pouvez voir pratiquement la même position des corps, un corps tordu, un corps torsadé, un corps disproportionné, et le titre, encore une fois, envoie à l'envers, puisque vous allez voir que non seulement le corps et l'espace vont être déformés, mais il y aura plus en quelque sorte la gravitation. Ça veut dire, chez Garouste, comme parfois chez le maniérisme, il y a une volonté de créer un monde un peu à l'envers. Et vous allez voir pendant toute ma conférence
que je vais faire des petites comparaisons avec des artistes contemporains ou pas contemporains pour essayer d'insister sur certains points de Garouste. Donc voilà cet étrange personnage qui est complètement disproportionné par rapport à l'espace. Regardez la taille de la main, on a l'impression qu'il y a un zoom. J'insiste là-dessus puisque vous allez voir que les mains, comme avec les tours de magie, vont être quelque chose de très important chez Garouste. Je me suis permis quelque chose, bien sûr, il ne s'agit pas ni parler d'influence ni de rapport, mais c'est très étonnant de trouver avec cette image de Bas Liszt qui s'appelle Les Héros de 1965. Bas Liszt qui était adorateur de maniérisme, surtout de Pontormo. Vous voyez des personnages un peu dépareillés, un peu perdus, et avec cette disproportion au niveau de la tête et corps, et cette façon étrange de se situer dans l'espace. Voilà encore une image qui date de la même période. Le livre brûlé, la référence n'est pas du tout évidente. Je ne sais pas très bien, si vous voulez, de temps en temps, il y a des images que je peux interpréter de façon plus ou moins hasardée, et parfois je ne m'avance pas, je ne sais pas très bien ce qui veut dire Garouste dans cette image, mais ce qui me frappe et qui va me frapper dans toute l'œuvre de Garouste, et c'est tout à fait important, c'est le regard qu'il pose vers le spectateur. J'appellerais ça, faute de mieux, regard en diagonale, puisqu'il n'y a jamais un regard vraiment direct. Je dirais que c'est quelque part entre malicieux, vicieux, provoquant, malaise, inquiétant, étrange, etc. Et vous allez voir que je pense que si on veut effectivement projeter un certain déséquilibre psychique chez Garouste, il ne faut pas chercher effectivement des représentations extraordinaires, c'est plutôt à travers ce regard qu'il y a cette expression de quelque chose qui le démange, de quelque chose qui traduit dans le domaine artistique. La folie est extrêmement positive quand elle entre dans le domaine artistique et quand elle est contrôlée. Voilà donc Garouste. Et à côté de ça, quelqu'un qui me semble vraiment proche, c'est El Greco. Là aussi, j'ai perdu le titre. En attendant, je crois que c'est un autoportrait autour de 1605, mais je ne jure pas. Donc, vous voyez El Greco. Regardez la ressemblance au niveau de ce visage qui est tout à fait émancié, à travers cette expression tout à fait étrange, et le rapport à l'espace qui est tout à fait bloqué derrière, et l'importance de la main chaque fois en avance, presque en zoom, et vous allez voir que ça ira graduellement de plus en plus. Une autre image de El Greco, Saint Paul, encore une fois, un visage très émancié, très spirituel, très étrange, et les mains au premier plan. Et pour terminer avec El Greco, voilà une image qui me semble tout à fait parlante, c'est le fameux Laocoon. Peu importe l'image mythologique, l'histoire de Laocoon, je ne vais pas le raconter maintenant, mais vous voyez ici une lutte entre les personnages et les serpents, c'est lié à Laocoon et ses fils qui ont péché, ils sont punis, effectivement, ils sont étouffés par les serpents. Vous voyez ici une forme de lutte entre les personnages, mais surtout, bien sûr, vous voyez des corps qui sont prolongés, qui sont déformés, qui n'ont rien à voir avec les corps parfaits classiques de la Renaissance. Et c'est exactement le même type de corps, plus ou moins, qu'on va trouver effectivement, ou semblable, qu'on va trouver souvent chez Garouste, et avec des rapports entre les corps différents, qui est ici, c'est entre les serpents et les personnages. Regardez cette œuvre qui va suivre, qui s'appelle La Lutte, et qui fait partie de cette série de Don Quichotte, puisqu'on retrouve probablement Don Quichotte dans la partie supérieure avec le visage tout à fait style El Greco, Sancho Pancho qui se trouve en bas, et ils sont en train de lutter avec quelqu'un. Alors ici, les corps ne sont pas fragmentés, ils sont enchevêtrés de telle façon qu'il est absolument impossible de dire où l'un commence ou l'autre termine. Bref, il y a ce rapport avec les corps qui va aller de plus en plus fragmenté. Ici, ils sont entremêlés, entrelacés, mais avec l'image suivante, ça va complètement éclater. Voilà cette image étrange
qui s'appelle Les Bergers, qui date à peu près de la même période, et vous pouvez voir qu'ici, il y a une partie du corps qui est pratiquement séparée du reste du corps, le bras. Je dis pratiquement séparé, puisque ce qui m'a frappé, et c'est une de mes hypothèses, j'ai l'impression que le travail essentiel de Garouste, quand il décompose, quand il fragmente le corps, c'est à la fois insister sur l'instabilité, sur cette figure incertaine, sur l'explosion des corps, etc., mais en même temps, on a l'impression qu'il essaye à tout prix de les garder ensemble. Donc, ils sont séparés, mais pas complètement éloignés, de telle façon qu'ils sont quelque part encore éventuellement joignables. Alors, les yeux que vous voyez ici, ça peut très bien envoyer au mythe d'Argus, Argus qui avait des 1000 yeux, ou d'autres mythes. Il y a toujours un mélange, si vous voulez, la complexité des lèvres de Garouste et l'impossibilité, effectivement, de donner un seul sens, je reviendrai là-dessus quand j'évoquerai les Talmuds, passe justement par cette, je dirais que peut-être le mot-clé chez Garouste, c'est le côté hybride. Vous allez voir que tout hybride, les différents fables de narration, les différents corps, les différents genres, les différents sexes, tout a une hybridation, et du coup, le spectateur se trouve devant une image extrêmement puissante, mais qui reste souvent énigmatique, et c'est en partie toute sa force. Je dirais même qu'il y a peut-être un lien à faire qu'on fait rarement entre certains tableaux de Garouste et peut-être le surréalisme à travers ses côtés décomposés et à travers le côté énigmatique des lèvres. Voilà, je vous ai dit que parfois, effectivement, les lois de la gravitation disparaissent, puisque vous voyez ici, avec cette image, le vieillard et la prostituée. Là, encore une fois, c'est très énigmatique. Quand on voit les vieillards et la prostituée, bien sûr, on pense à Suzanne et les vieillards, je veux dire. Bon, mais il n'y a pas Suzanne, il y a un vieillard. Il y a une échelle. Vu que Garouste parle souvent de la Bible, on pense à l'échelle de Jacob, mais là, la prostituée n'est pas vraiment à sa place. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est cette façon, effectivement, de créer un monde à l'envers, de créer un monde propre à Garouste, dans lequel il se permet, effectivement, de jouer avec tous les corps, avec toutes les situations à sa façon. Et ça m'a fait penser, effectivement, à la dernière conférence avant le Covid que je vais ici, qui était sur Chagall, puisque quand vous prenez une œuvre comme celle-ci, je sais que l'approchement n'est pas souvent fait, mais je pense qu'il y a quelque chose en commun, d'autant plus que tous les deux artistes sont en quelque sorte accusés d'être narrateurs, d'être des gens qui racontent des histoires. Et c'est vrai qu'ils racontent des histoires, mais ils racontent un peu d'histoires à dormir debout, puisqu'elles sont traversées par leur imaginaire, qui est bien sûr différent. Dans le cas de Chagall, il s'agit, parce que c'est un tableau de Chagall, excusez-moi, il s'agit d'une nostalgie, et je ne rentre pas dans les détails, tandis que dans le cas de Garouste, il s'agit plutôt d'inquiétude. Il n'en reste pas moins que cette inquiétude ou cette nostalgie, entre autres, sont traduits, là encore une fois, un tableau de Chagall, dans lequel vous pouvez voir, là aussi, un corps tout à fait fragmenté, l'espace complètement fragmenté, et visiblement une narration qu'on ne comprend pas très bien parce qu'on ne comprend pas du tout ce qu'il s'agit dans ce tableau, puisque dans la même façon que Garouste mélange des fables universelles, dans le cas de Chagall, c'est un mélange de différentes cultures, différentes religions. Je ne vais pas entrer de ça, j'ai déjà parlé et ce n'est pas le moment. Voilà quelques dessins de Garouste qui montrent effectivement cette volonté en quelque sorte de présenter le monde à l'envers, où vous voyez des personnages flottants de sièges hors d'équilibre, comme je disais, des figures incertaines, sans consistance, élastiques, qui s'étirent dans l'espace. Voilà une image, et voilà un tableau. Adassa, c'est un nom hébraïque. Là, encore une fois, on pouvait chercher dans la Bible, mais je ne pense pas que c'est très important. Ce qui est important, là, encore une fois, ici, comment le corps est à la fois, en quelque sorte, presque une sorte de serpent autour de lui-même, est fragmenté avec une anatomie incompréhensible. Si vous voulez, il est évident que pour Garouste, ce qui l'intéresse, c'est créer ce sentiment d'étrangeté à travers le mélange de différents corps qu'on peut voir ici, ou qu'on peut voir
avec Naaman. Naaman, qui est, bon, j'étais curieux parce qu'une fois n'est pas coutume, c'est un sujet dont je connais un peu la Bible et le Talmud, puisque en étant tout à fait laïque pendant mon séjour, ma vie en Israël, au lycée, ce sont des choses que j'ai appris. Et je me suis dit, Naaman, ça me dit strictement rien. J'ai regardé dans la Bible, c'est un personnage absolument secondaire, son histoire n'a aucun intérêt, mais si vous voulez, dans le cas c'est presque une sorte de piège, il met ces personnages. En fait, les personnages en soi, l'histoire reste tout à fait secondaire. Ce qui est essentiel dans ce tableau, c'est encore une fois ces corps pratiquement éparpillés. Et néanmoins, quand vous regardez cette main qui se trouve au centre, on a l'impression qu'elle est là pour essayer presque d'attraper cette partie des corps et les mettre ensemble. Vous voyez que les pieds se transforment bien. Bref, on a toute une, je dirais, métaphore, métamorphose. Vous allez voir après d'autres processus qu'il va utiliser. Mais comme je disais, je crois que cette façon, les corps qui s'échappent, correspondent sans doute à un psychisme qu'il faut contrôler, à cet éclatement, mais un corps qui essaye de se tenir ensemble. Si vous voulez, on a l'impression que malgré tout, il y a une volonté de les tenir ensemble. Ça va? Je ne vais pas trop vite? Bon, très bien. Alors, je voulais vous montrer encore une fois une comparaison avec corps fragmentaire à travers ce tableau de Baslitz, où là, encore une fois, sans aucun rapport d'influence, etc., mais on a d'autres artistes, bien sûr, qui ont entré dans ce processus d'instabilité d'un corps, effectivement, qui n'arrive plus à assumer, si je peux dire, son entité. Voilà un autre thème, puisque je procède semi-chronologique, semi-thématique, les golems. Les golems, bien sûr, un des fantasmes artistiques les plus connus, celui d'un artiste ou d'un inventeur ou d'un scientifique qui peut créer ex nihilo un être humain. Donc les golems qui renvoient à une histoire, là, du coup, des mysticismes juifs au XVIIIe siècle à Prague. Mais peu nous importe. Ce qui compte là, encore une fois, c'est ce mélange extraordinaire entre le titre qui renvoie effectivement à cet être bizarre, artificiel et menaçant qui va être créé, qu'on voit sur la table rouge et avec quelque chose vraiment très menaçant, et autour de lui, le titre nous renvoie à la leçon d'anatomie, à savoir ce fameux tableau de Rembrandt. Donc, comment faire ensemble? Je n'en sais rien. Mais ce qui est intéressant, c'est justement, d'une part, effectivement, on a la leçon d'anatomie où on est en train de disséquer des cadavres, et ici, ce qu'on fait, c'est exactement le contraire. C'est le monde à l'envers. On prend le même thème, sauf qu'on procède tout à fait à l'envers, puisque les golems, normalement, à la fin de l'histoire, il va devenir, non pas un être humain, mais un être vivant, et regardez surtout, encore une fois, Garouste sur la droite, avec cet, encore une fois, visage déformée, grimaçant, grinçante, qui est presque une forme d'expression de folie à travers la peinture. Et d'ailleurs, quand vous regardez tous les personnages, on a en quelque sorte que c'est un ballet de tête et un ballet de mains, et ce sont les deux parties du corps, effectivement, sur lesquelles Garouste va se concentrer pour accentuer l'expressivité, pour montrer toute la puissance, effectivement, des émotions, des affects, des inquiétudes qui peuvent les traverser et qu'il, en quelque sorte, investit sa peinture. Alors, Golem, pourquoi je le montre au début? Puisqu'on arrive à un récit qui est très connu et qui est utilisé non seulement par Garouste, qui est celui de Pinocchio. Alors, Pinocchio, bien sûr, l'histoire de Pinocchio, elle est très compliquée, puisque là, encore une fois, on a une sorte de golem, on a un menuisier qui est en train de créer des pièces de bois, effectivement, un personnage, donc, encore une fois, une métaphore artistique, mais regardez ce qu'on a ici. Pinocchio est la partie de D, où on voit Garouste lui-même avec les signes de reconnaissance de Pinocchio, bien sûr, le nez allongé, et avec ce regard, encore une fois, regard en coin, regard qui, on ne sait pas très bien regarde, mais comme je disais, il y a quelque chose de malicieux, provoquant dans ce regard, et les dés qui se trouvent au premier plan,
on peut bien sûr l'interpréter comme le hasard qui peut introduire dans une œuvre artistique. C'est une possibilité comme d'autres. Bien sûr, là, effectivement, on a quelque chose de tout à fait étrange, puisque c'est l'artiste créateur qui prend le rôle de Pinocchio, Pinocchio lui-même qui était créature elle-même. Donc, si vous voulez, on a un déplacement de position, et ce déplacement de position va aller au crescendo. Regardez, Pinocchio et la hache. On a un renversement de situation, puisque a priori la hache était utilisée par Giuseppe pour créer Pinocchio, tandis qu'ici on a une merveilleuse description d'Édipe, puisque effectivement c'est Pinocchio qui va créer, enfin qui va attaquer entre guillemets son père, donc renversement dans les positions. Et c'est peut-être là, effectivement, on peut faire un lien entre cette tension, haine et violence qui existe entre Garouste et son père, si on veut, mais ce qui m'intéresse, moi, surtout, c'est le renversement de la position, et surtout l'image suivante, voilà, qui s'appelle « Les non-sacrifices de Pinocchio ». Regardez la main qui tient effectivement la main de Pinocchio. Bien sûr, on pense immédiatement au sacrifice d'Isaac et l'intervention divine à dernier moment. Et on a encore une fois un creusement entre des récits fondateurs, toute cette série de récits fondateurs, celui-ci qui est connu, qui passe à travers la Bible, où effectivement on a le mélange entre cette histoire de Pinocchio et un épisode biblique qui sont en quelque sorte compressés, hybridés, imbriqués tout à fait ensemble. Alors, je termine cette série par une œuvre qui est à la fois dedans et dehors, si elle veut bien bouger. Attendez. Bon, c'est le bleu, je ne sais pas d'où est-ce qu'il sort, je vais essayer de l'enlever. Ah là là, la technique aujourd'hui, c'est pas génial. Bon, alors vous avez une image qui s'appelle Corban. Pourquoi je vous le montre? Parce que là, encore une fois, pour une fois, comme je disais, c'est une langue que je connais, ça veut dire en hébreu sacrifice. Sacrifice, on a effectivement une image tout à fait étrange avec des personnes. Regardez ces deux personnes, ils ressemblent beaucoup à ces deux personnages de Baslite que je vous montrais il y a quelques minutes, si vous voulez. Cette disproportion et cette situation où on a l'impression qu'ils ne savent pas quoi faire avec les mains, mais au début, au milieu, on voit une sorte de ce qui semble être un poulet ou que sais-je, qui va être sacrifié. C'est le mot korban, effectivement, qui envoie ça. Mais regardez qu'ici aussi, le monde est à l'envers, parce que quand on regarde la maison, il est upside down. Vous voyez qu'il est à l'envers, et tout l'espace est déconstruit sans qu'on puisse effectivement voir comment il fonctionne. Bon, on arrête avec le sacrifice, mais on continue avec pas nécessairement Pinocchio, mais l'idée de la marionnette que l'artiste manipule comme il manipule son œuvre de façon générale. Ici, un tableau tout à fait étrange, que là, si quelqu'un pourra me l'expliquer, je serais ravi, parce que la mandrole, vous savez, c'est une sorte d'image dans laquelle on met Christ à majesté. Qu'est-ce qu'elle fait, la mandrole, avec les panthères? Je ne sais rien, mais ce qui me frappe, c'est ce côté, effectivement, je dirais, pitoyable de cette œuvre, qui semble, effectivement, complètement menacée par son créateur. Regardez cette poupée qui est complètement défaite, et qui correspond, effectivement, à une certaine violence que l'artiste peut ressentir vis-à-vis de son œuvre. Et là, encore une fois, je me suis permis un rapprochement entre cette poupée et une autre beaucoup plus connue, qui est celle-ci. Là aussi, on a une sorte de poupée complètement dépareillée de fait, et vous allez voir que je reviendrai peut-être plus tard, encore une fois, à Belle-Mère, à travers une petite comparaison. Donc voilà la poupée, et voilà toute une série, effectivement, des œuvres de Garouste, qui montrent à la fois la poupée et la façon dont l'artiste joue avec. Vous voyez qu'ici, elle n'a pas l'air très heureuse, elle est sur la tête de Garouste, mais on a l'impression qu'elle est en train de tomber ou en train de... il arrive quelque chose. Et regardez ses mains au premier plan, au jet de main, renvoie encore une fois au titre de son premier autoportrait, cette façon des artistes magiciens qui peuvent faire des choses avec ses mains, même si sa mémoire n'est pas suffisamment claire. Alors, ce qui m'amusait avec l'œuvre suivante, non, pas celle-ci, voilà un autre exemple, Marinette à la robe rouge.
où vous voyez cette façon, effectivement, comment l'artiste manipule sa création. Et bien sûr, on peut projeter, et on reviendra là-dessus, de l'univers artistique, de l'univers sexuel, mais ça, je reviendrai un peu plus tard. Ce qui m'intéresse aussi, c'est cette image-là, qui s'appelle Marionnette à 7 mains. Alors, c'était drôle parce que quand je préparais cette conférence pour vous, j'ai mis marionnette à 7 mains, j'ai mis en singulier, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de marionnette à 7 mains, puisqu'il y a une selle, et je ne voyais pas pourquoi on lui donne les 7 mains. Et en fait, l'œuvre s'appelle Marionnette en pluriel à 7 mains, et il y a quelque part une sorte de confusion entre les personnages de marionnettes et les personnages autour qui sont habillés de la même façon et qui jouent avec les mains. On a encore une fois une sorte de ballet de mains. Les mains que vous allez voir, je répète, chez Garouste jouent un rôle très important que je vais vous montrer tout de suite. Voilà La Mouche de 1907, tableau effrayant. Je veux dire, en fait, c'est le portrait de son fils Olivier, mais ce qui compte, bien sûr, c'est le côté extrêmement déformé, extrêmement zoom de cette main tout à fait inquiétant, et le personnage qui est assis comme ça, complètement fasciné. Je ne sais pas, je pense que tout le monde a vu dans le temps Psychose de Hitchcock. À la fin du film, il y a le personnage, l'assassin qui est assis sur une chaise et qui ne bouge pas. Il y a une mouche sur lui, il dit « je ne bougerai pas, je ne ferai rien ». C'est tout petit peu le sentiment que je fasse à ce tableau avec un rouge très inquiétant, ou encore, terrible, cette image-là, le vol des fous. Là, effectivement, je pense que probablement c'est le tableau qui explique peut-être le mieux cette façon, ce rapport que peut avoir Garouste avec son corps, et plus particulièrement avec ses mains, puisqu'on a vraiment l'impression qu'il éloigne les mains, je ne vais pas les voir, je ne vais pas les contrôler, comme si il craignait que ses mains peuvent créer une forme de violence ou une façon de jouer avec le corps de façon qui ne sont pas considérées effectivement, si j'ose dire, catholiques. Si vous voulez. Mais il y a quelque chose, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose extrêmement inquiétant. On a vraiment l'impression qu'il a peur que ses mains vont faire quelque chose qu'il ne faut pas faire, et c'est pour ça qu'il les éloigne. Et là, je fais encore une fois une comparaison. Regardez l'autoportrait de Chile et regardez la façon dont il tient les mains derrière le dos, comme une sorte de façon de contrôler, puisque les mains il veut en quelque sorte les contrôler, puisqu'il ne sait pas de quoi elles sont capables, et c'est encore plus frappant avec ces fameux autoportraits, puisqu'on a l'impression que la main gauche est tout à fait autonome, et elle est, encore une fois, menaçante de la même façon. Donc, je ne sais pas s'il s'agit d'une violence ou il s'agit de façon en quelque sorte contrôlée, mais on trouve effectivement ces rapports avec les mains comme quelque chose de menaçant chez Garouste, puisque cette main, elle est capable de faire des choses que Garouste éventuellement craint ou ne veut pas faire, ou qui ne correspondent pas au moral. Alors, dernier moyen d'éviter que la main se révolte pour la contrôler, c'est ce qu'on peut appeler autocannibalisme, puisqu'il est en train d'avaler sa main, c'est sa main propre qui est en train d'avaler une partie de son corps lui-même pour éviter toute crainte, effectivement, toute attaque ou toute mésaventure. Et vous pouvez voir ça encore de façon plus frappante avec les dessins, puisque Garouste, ça, on voit très rarement, il fait beaucoup de dessins. Dans le dessin, d'ailleurs, il y a pas mal de lettres hébraïques, parce que Garouste, ça fait 20 ans, effectivement, qu'il est très lié au rabbin Wagner, et il est effectivement fasciné à la fois par langue et la logique, ou le manque de logique de certains écrits hébraïques, qu'il s'agit de Talmud, qu'il s'agit de Kabbale, ou d'autres formes de mysticisme qui l'attirent énormément. Je reviendrai en 2 minutes là-dessus. Voilà donc qui avale sa main. Et ce qui est frappant, c'est regarder ça. Les serpents qui se mordent la queue, vous voyez dans ce traité d'alchimie, et on a vraiment l'impression que le corps, en quelque sorte, se consomme lui-même. Il y a quelque chose dans ce geste qui est extrêmement effrayant, comme c'était en quelque sorte le dernier moyen de se défendre contre cette main. Alors, un corps qui
entouré autour de lui-même, qui fait cercle. Voilà un exemple très frappant, avec cette image qui s'appelle l'Hécadé, in anamorphose, puisque vous pouvez, si vous regardez bien, vous voyez le visage poilant de Garouste en quelque sorte en anamorphose. Et ce qui est frappant, que le seul élément qui est parfaitement lisible et qui attire immédiatement c'est son sexe qu'il tient par la main. Et là, encore une fois, une petite comparaison rapide à travers cette façon de fragmenter le corps tout en restant sur la sexualité d'une façon spéciale. Voilà cette œuvre de Bacon qui s'appelle « Étude pour le corps humain » et vous voyez ces corps fragmentés, bien sûr très différents, mais il y a quelque chose en commun, ne serait-il regarder le rouge, c'est le même rouge qu'on a trouvé dans les images avant. Alors encore une fois, ce sont des associations. Je répète encore une fois, je ne pense pas que Garouste est vraiment influencé par Bacon, encore qu'il y a des personnages qui se trouvent dans le poste qui sont parfois semblables, mais ce qui m'intéresse, c'est effectivement ce croisement, ce raconte hasardesque qu'on peut voir à travers cette association. Alors, je disais qu'il y a une hybridation très souvent chez Garouste. Cette hybridation peut passer non seulement entre les gens, mais aussi entre les animaux et les personnages, et en l'occurrence avec les mythes d'Actéon. Encore une fois, peut-être celle-ci vous connaissez un peu moins. Actéon était un chasseur, et il se trouve que par hasard, au moins ce qu'il dit dans le mythe, il est tombé sur Diane, la déesse Diane, qui est en train de se baigner, et Diane, extrêmement furieuse qu'un être humain l'a vu nu, les transforme en cerf, et ce sont ces chiens lui-même qui sont en train de les déparpiller en pièces, comme vous pouvez voir avec cette image terrible, Actéon et ses chiens. Mais on a l'impression que Garouste a de toute façon un rapport étrange avec les animaux, et surtout avec les chiens, puisque regardez, chien méchant, et si je marquais le mot indifférenciation, voilà, parce que je savais que je n'arriverais pas à le prononcer, donc je marquais ça ici, c'est pour insister, je disais des hybrides, mais il y a aussi cette volonté d'hybride arriver au point où on ne différencie pas soit les hommes ou les animaux, soit les différents sexes, puisque vous pouvez voir que le corps nu de Garouste est à la fois masculin et féminin, c'est Garouste, mais avec un sexe féminin, et à travers ce mythe d'Actéon, effectivement, Diane, on va voir cette façon, je disais avant, qu'il y a une sorte de façon de craindre une forme de sexualité. Voilà, quand vous regardez cette œuvre, qui s'appelle Dina, qui bien sûr c'est une façon de parler de Diane, mais c'est aussi le nom de sa femme, donc une sorte de hybride entre les mythes et la vie personnelle. Mais ce que vous pouvez voir, effectivement, c'est une femme, effectivement, dans une position, on ne peut pas évidente, et à côté de ça, on n'est pas un partenaire, mais on a simplement l'œil, si vous voulez, l'œil, puisque, effectivement, la sexualité, quand elle est représentée dans les œuvres de Garouste, elle est plutôt du côté de voyeurisme, de tactile. Je vous montre ces détails, puisque c'est plus clair. Regardez. Les mains sont interdites parce qu'ils sont serrés, tandis que l'œil regarde, et les regarde avec une intensité extraordinaire, très frappante. Et là, encore une fois, une petite comparaison. Pour vous, Brauner, ou encore belle-mère, Otoei, où vous voyez l'œil effectivement qui est fixé directement dans le sexe de son modèle, ou encore, cette œuvre encore plus parlant peut-être, autoportrait avec Unica, c'est plutôt autoportrait dans Unica, et on retrouve encore une fois cet œil avec le visage dans le corps. C'est une sexualité, comme je disais, qui passe essentiellement à travers le regard bien sûr, qui est l'outil principal de l'artiste à part les mains. Alors, belle-mère qui dit d'ailleurs, je vais voir avec la main. Ça veut dire, il ne veut pas toucher avec la main, mais il veut voir avec la main. Et c'est exactement ce qui fait ici Garouste,
avec cet autoportrait très étrange, avec les miroirs dans lesquels se reflète un sexe masculin, tandis qu'on peut voir, on a l'impression que c'est plutôt un sexe féminin, la jambe de la même façon, et avec ce titre Véronique, vous pouvez y aller où vous voulez. Avec Véronique, on peut ouvrir dans toutes les directions, mais j'ai mis ça de côté. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est effectivement ce mélange de genres, ce mélange de sexes, et ce voyeurisme qui est bien sûr accentué par le miroir, par le reflet, par la répétition, qui est une façon effectivement de donner presque corps à cette forme de voyeurisme. Or, quelques autres images qui renvoie effectivement au mélange de genres, au mélange de sexes, comme on dit aujourd'hui dans le gender. La plume dans le qui, vous voyez très bien qu'on a un passage serpentine pratiquement entre le corps de Garouste et le corps féminin qui le suit, une sorte de mélange entre les deux corps. Ou encore, un truc tout à fait étrange, puisque ce mélange de genres, bien sûr, renvoie aussi au mythe d'androgyne, androgyne qui était soi-disant la situation humaine au moment du chaos initial, puisque c'est le chaos, la tension, la complexité qui l'intéresse. Et là, vous avez effectivement cet androgyne, Adam et Ève probablement qui sont liés à ça. Alors le titre, là, encore une fois, ça tombe bien, parce que la dive, peut-être la dive, le divin, mais bakbouk, ça veut dire tout simplement bouteille en hébreu. Alors là, encore une fois, on peut chercher dans le Talmud, on peut chercher des interprétations, etc. Alors en deux mots, cette importance de Talmud pour la Bible de façon générale, pour Garouste. Effectivement, Garouste est fasciné par le Talmud. C'est quoi le Talmud en deux mots? C'est une sorte de série de fables et de lois et d'interprétations dans lesquelles toutes les générations, une après l'autre, continue à interpréter les mêmes problèmes et chaque fois ajoutant et modifiant, etc. Bref, je ne sais pas s'il faut chercher des rapprochements terme à terme avec certaines histoires de Talmud, mais ce qui est clair qu'effectivement, dans l'œuvre de Garouste, il y a une volonté des œuvres où on ne peut pas donner une seule interprétation, où l'interprétation est contradictoire, où effectivement les fables sont mélangées. C'est dans ce sens-là où, effectivement, c'est pas la peine de chercher à tout prix de rapprocher un symbole, puisque, comme je disais, les formes, les différentes fables sont hybridées, mais il y a quelque chose, effectivement, à travers cette volonté de continuer sans fin, encore une fois, chercher, et interpréter sans fin, et le travail de façon générale de Garouste. Alors là, encore une fois, vous voyez ici, c'est ça, et la petite comparaison avec Chagall, Hommage à Apollinaire, où on trouve encore une fois, là aussi, un couple monogyne. J'approche vers la fin. Alors, je voulais vous montrer aussi... Pardon, excusez-moi. Je voulais... Une seconde. Pardon. Je disais qu'il y a aussi, bien sûr, les hybrides entre l'homme et les différents animaux, ou les animaux entre eux, des imbrications. Ici, mais il ne fait pas comme tout le monde, puisque quand vous regardez les centaures chez Picasso, les choses sont relativement claires. Il y a des éléments qui sont tout à fait, entre guillemets, compréhensibles, parce qu'ils correspondent à certains mythes. Quand Garouste fait un mélange comme ça avec les centaures, c'est les centaures et les nids d'oiseaux. Les nids d'oiseaux ici, pour moi, plus qu'une autre chose, c'est un élément perturbateur. Exactement comme tableau surréaliste, on a des éléments qui décalent par rapport à quelque chose ça. On a de la même façon cet élément qui change complètement les sens effectivement complets, et on peut le retrouver, ces nids d'oiseaux, par exemple, les rabbins et les nids d'oiseaux. Vous voyez qu'ici, c'est clairement quelque chose qui va à l'opposé des côtés solennels, parce qu'il renvoie à une sorte de rapport entre logique et la folie. Et je me suis permis, et je pense que c'est la dernière comparaison, là encore une fois, renvoyer à une image de Chagall, les rabbins au citron. Je pense que la proximité est assez étonnante, cette volonté effectivement casser les côtés solennels et introduire un élément perturbateur décalé qu'on voit ici. Je disais qu'il y a
une hybridation entre les hommes et les animaux. Regardez cette image à la fois extraordinaire et à la fois un titre extraordinaire. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'importance du titre. Et Paul, fils d'Anne, effectivement, il y a quelque chose de tout à fait étrange. Et là, encore une fois, on peut entrer dans toute une série de récits. Il y a un récit biblique avec l'âne qui, en quelque sorte, qui est une sorte de, je dirais, qui va être pris après par Saint Paul et la Révélation, où effectivement il s'arrête sur le chemin. Il y a effectivement l'idée de Messie sur un âne, tous ces éléments-là, mais il y a surtout cette hybridation tout à fait étrange, comme je disais, dans tout l'œuvre des Garoust, à la fois les figures, à la fois la narration. Tout est décomposé, mis ensemble, comprimé, compressé, hybridé, pour créer effectivement une image ou des images extrêmement puissantes où on est pris davantage par la façon dont il est traité par la peinture que par interprétation extrêmement savante que je ne renie pas, mais qui n'est pas toujours donne la puissance de l'image. Voilà l'âme de la poule, quelque chose de très inquiétant, vraiment très inquiétant, ce mélange, ce côté presque monstrueux de cette énorme poule. Ça me fait penser à une image de Nolde que j'ai oublié à l'avenir. Et là, encore une fois, pour terminer, l'image de Chagall, le jongleur, vous voyez que dans le cas de Garoust, on a quelque chose d'extrêmement inquiétant, terrifiant pratiquement, tandis que bien sûr, dans le cas de Chagall, même si l'hybridation de même type, enfin de même principe, c'est quelque chose de beaucoup plus poétique. Alors, voilà encore quelques hybridations de Garoust, et parfois les choses sont encore plus frappantes dans le dessin, où il y a une sorte d'imbrication tout à fait étrange. Là, ce sont décors de l'homme et un animal, avec une fragmentation, un mélange au point où, effectivement, où on n'arrive pas à très bien comprendre effectivement la logique anatomique de ces éléments. Voilà des animaux. Donc là, encore une fois, on peut envoyer à Pâques juive où il y a une histoire qui est proche à ça, mais ce qui est frappant, bien sûr, c'est le côté extrêmement effrayant et le côté, je dirais, des violences de cette image. Allez. Je termine pour les animaux avec celle-ci, où le fameux cerf que j'ai évoqué par rapport à Actéon, ici, il est devenu tout simplement un être humain, une sorte de centaure, mais avec une tête de cerf. Alors, je terminerai sur une question qu'on peut se poser. Je ne sais pas très bien comment le définir. Quelle est la place de la folie dans l'œuvre de Garoust? Alors, je pense que, si vous voulez, il ne faut pas se trop concentrer sur la façon livre, sur la personnalité bipolaire, etc. Je pense que ce qui est important, c'est la façon dont il arrive à traduire cette forme de folie, cette forme de tension dans son œuvre. Puisque quand vous regardez les œuvres de Bosch, on peut se poser la même question. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement quelles sont les raisons pour lesquelles l'artiste fait ça. Ça peut être intéressant, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse parce que moi, je regarde l'œuvre et c'est dans cette œuvre que je sens une tension, une inquiétante étrangeté à travers même cette Cirque Roselin où on a l'impression que c'est des personnages tout à fait heureux, mais regardez la façon dont grimace, regardez, comme je disais, ces regards entre malicieux et vicieux, il y a quelque chose tout à fait étrange et inquiétant qu'on va trouver effectivement systématiquement chez Garoust, mais je vous montre encore, je crois que c'est toute dernière comparaison, c'est cette image de Boltanski, la scénette comique Les Blagueurs. Alors, il blague peut-être, mais moi, ça me prend toujours à la gorge. Il y a quelque chose qui me glace, enfin glaçant dans cette façon où ce personnage tout à fait étrange fait une grimace et on a l'impression qu'il y a quelque chose vraiment là aussi inquiétant, quelque chose qu'on trouve systématiquement chez Garoust, avec cette image l'autre rive où on a l'autre rive. On ne sait pas très bien est-ce qu'il parle de notre monde, de le monde en vrai, mais surtout, encore une fois, ces corps
qui semble tout à fait déformé, qui semble tout à fait hybride. Vous voyez qu'ici, l'hybride, c'est entre la maison et le corps de la personne, mais surtout, ce regard ici, je dirais, pas tellement inquiétant, mais plutôt provoquant. Il y a quelque chose, effectivement, qui attire notre attention et qui nous met, je dirais, souvent, qui nous met mal à l'aise. Il y a quelque chose dans lequel on ne se retrouve pas, on ne sait pas très bien la raison qu'il nous regarde. Et bien sûr, là, je vais terminer par une série des images où on a un mélange très clair entre la logique et une forme de folie. Puisque voilà, ça c'est un portrait d'Olivier qui est son fils, donc c'est pas Garouste, même si on a l'impression que Garouste se projette dans le visage de son fils. Les maths et les fous, donc les échiquiers qui est souvent considéré comme les symboles de la logique, de la rationalité, même si les fous, tout le monde le sait, c'est une des figures qui se trouve dans les échecs et qui a ce titre bizarre parce qu'il se déplace de façon pas tout à fait normale. Voilà les joueurs de flûte, une position tout à fait étrange. On dirait les violons sur le toit, la violoniste sur le toit, il y a quelque chose de tout à fait étrange. Et surtout, voilà des images qui s'appellent logiques, logiques qui montrent des personnages de la famille des Garouste. On ne comprend pas très bien, mais je dirais cette forme-là, avant c'était les échecs qu'on trouve d'ailleurs sur cette chemise avec les carreaux de Garouste, et ces cercles qui renvoient à quelque chose de parfait, effectivement logique, mais les reflets qu'on voit sont tout à fait étranges. Donc il y a dans la dernière image que je vais vous montrer de Garouste, ce rapport entre la logique et la folie. Ici, c'est une œuvre qui s'appelle le compas et la boussole, le compas et la boussole, qui sont bien sûr les deux outils extrêmement rationnels qui fixent le temps, qui fixent surtout l'espace, avec cette situation, position tout à fait étrange, avec les tableaux de Picasso derrière, on demande ce qu'il fait, éventuellement les petits trucs de Duchamp en pas, si on veut vraiment, et surtout des images comme celle-ci, par exemple, qui s'appellent les compas et l'entonnoir. Et les compas, encore une fois, on renvoie à quelque chose d'extrêmement logique, extrêmement rationnel, ou encore à un des symboles qui utilise Garouste, ça veut dire la franc-maçonnerie. Les compas, c'est effectivement un ingénieur laitier. Et l'entonnoir renvoie dans la peinture depuis Bosch, avec ces fameux tableaux où il met des médecins sur la tête, ça renvoie à la folie. Et on a effectivement ce double personnage qui est entre les deux, qui est attiré par les deux. Et je termine par 2 ou 3 images. Voilà une image tout à fait étrange et qui échappe à toute logique. L'artichaut et les compas. OK pour les compas, mais pourquoi l'artichaut? Je ne saurais pas vous dire. Mais vous regardez ce qui est bien sans frappant. Ici, je dirais, sur le plan de la folie, peut-être c'est plus explicite, mais c'est peut-être moins intéressant parce qu'ici, il y a un degré de pathos qui est moins ambigu qu'avec le regard qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors, folie, voilà ce qu'il dit Diderot. Il n'est pas de grand artiste sans un coup de hache à la tête. Qui ne veut pas dire que les artistes sont fous, bien sûr, mais qu'ils leur permettent, à travers leur imaginaire, de représenter des scènes qui touchent à la folie, mais qui touchent à la folie dans le monde de représentation. Mais qu'est-ce qu'on peut entendre de quelqu'un qui fait un tableau comme celui-ci? L'antipode qui est une anamorphose de son visage, en quelque sorte, je est un autre, ça veut dire cette sorte de déchirement intérieur qu'on peut voir ici, ou encore ce tableau sur lequel je vais terminer, qui est Adam Quichotte. Je pense que quand on regarde ce tableau, on peut se dire que Garouste, en quelque sorte, se présente comme Don Quichotte de la peinture. Ça veut dire quelqu'un, comme je disais au début, qui ne fait pas la distinction entre le réel et l'imaginaire, mais peut les traduire dans sa peinture. Merci.